Bonjour, il se passe quelque chose d'assez étrange en Europe en ce moment, un vrai paradoxe économique. Imaginez, les salaires augmentent, mais au lieu de dépenser, les Européens mettent de l'argent de côté. Mais alors comme jamais auparavant. D'où vient cette prudence soudaine? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces liquidités qui s'accumulent sur les comptes en banque? C'est cette grande énigme qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Alors c'est parti, le point départ, c'est vraiment cette question qui, on peut le dire, défie toute logique économique. D'habitude, c'est simple. Quand les revenus augmentent, eh bien la consommation suit. Sauf que là, pas du tout. Ce n'est pas ce qui se passe. Les Européens gagnent plus, mais au lieu d'aller faire les magasins, ils épargnent. Et attention, pas juste un petit peu. Voilà le chiffre clé, 15,5%. Qu'est-ce que ça représente? C'est la part du revenu disponible, donc en gros de l'argent qui reste une fois les impôts payés, que les ménages européens ont mis de côté à la mi-2025. Pour qu'on se rende bien compte, c'est quasiment 3 points de plus qu'avant la pandémie. C'est juste énorme comme augmentation. Et soyons clairs, si on oublie la période très particulière des confinements, où personne ne pouvait dépenser, eh bien niveau d'épargne pareil, ça ne s'était tout simplement pas vu en Europe depuis 30 ans. 30 ans. C'est là que le mystère s'épaissit encore, parce que même en prenant en compte l'inflation, les salaires réels, eux, augmentent. Donc, en toute logique, on devrait voir les dépenses flamber. Et pourtant, la consommation, elle patine, elle n'augmente que très timidement. Alors la question, c'est où va tout cet argent en plus? La réponse est simple, tout droit dans la tirelire. Bon, pour trouver une première explication, il faut peut-être chercher ailleurs que dans les chiffres purs et durs. La première pièce du puzzle, elle n'est pas vraiment économique en fait, elle est psychologique. Pour comprendre pourquoi les gens épargnent autant, il faut d'abord se demander ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ressentent. Et cette citation de l'INSEE le montre bien, il y a un vrai vent de pessimisme qui souffle sur le continent. Quand on regarde l'avenir et qu'on voit de l'incertitude, des tensions géopolitiques, des défis économiques partout, eh bien le réflexe il est humain et il est simple. On se prépare au cas où, on se constitue un petit matelas pour les jours difficiles. Mais attention, cette grande vague d'épargne, elle est loin, c'est loin d'être la même pour tout le monde. Si on creuse un peu, on se rend compte que ce n'est pas toute l'Europe qui épargne de la même façon. La vraie question, c'est qui sont ces super épargnants au fond? Et là, la carte de l'épargne en Europe nous montre un tableau assez fascinant. On a une sorte de fracture nord-sud. Au nord, l'Allemagne et la France sont les grands champions de la prudence, avec des taux d'épargne qui flirtent avec les 20%. Et puis au sud, par exemple en Espagne, c'est une autre histoire. La consommation a l'air de repartir de manière beaucoup plus nette. Et là, on touche peut-être au cœur du réacteur, à l'explication la plus importante de toutes. Cette épargne absolument massive, elle vient d'où? Eh bien, avant tout, des ménages les plus riches. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde qui épargne, c'est une fraction bien précise de la population. En fait, c'est une règle économique assez simple. Plus on a d'argent, moins on a tendance à dépenser chaque nouvel euro qu'on gagne. On a déjà tout ce qu'il faut. Donc cet argent supplémentaire, il va où? Directement sur les comptes épargne. Le résultat de tout ça, le taux d'épargne moyen de tout le monde est tiré vers le haut. Pas parce que tout le monde met plus de côté, mais parce que les plus aisés, eux, épargnent des sommes colossales. Ok, donc il y a le pessimisme, il y a les inégalités, mais il y a aussi deux raisons très pragmatiques, très financières qui expliquent tout ça. D'abord, l'inflation de ces dernières années a bien grignoté la valeur de l'épargne. Du coup, beaucoup cherchent à reconstituer leur fameux matelas de sécurité. Et puis, deuxième point, les déficits publics sont énormes. Beaucoup se disent que tôt ou tard, il faudra bien payer l'addition et que ça passera par des hausses d'impôts. Alors autant mettre de côté dès maintenant. Et cet effet, on peut le mesurer. Prenez la France, par exemple. Rien que l'incertitude sur l'avenir du budget et de la politique, on estime que ça a ajouté plus d'un point au taux d'épargne. C'est la preuve directe que l'inquiétude pèse concrètement sur le portefeuille. Le problème, c'est que ce qui semble être une décision très sage au niveau individuel, mettre de l'argent de côté, être prudent, ça devient un vrai casse-tête pour l'économie quand tout le monde le fait en même temps. Pourquoi? Parce que si tout le monde épargne, plus personne ne dépense. Et une consommation qui freine des cas de fer, pour l'économie, c'est un très mauvais signal. Pour bien saisir l'enjeu, il faut vraiment voir l'économie européenne un peu comme une grosse machine. Et le carburant principal de cette machine, c'est quoi? Eh bien, c'est la consommation de ménages. Il faut savoir que depuis 2015, elle est à l'origine de plus de la moitié de la croissance de la zone euro. L'image est donc très simple en fait. Si les ménages arrêtent de mettre de l'essence dans le moteur, toute la machine économique de la zone euro risque de tomber en panne, de caler. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Europe est condamnée à tourner au ralenti, à la stagnation? Eh bien, pas forcément. Il y a quand même quelques raisons d'être optimiste, quelques lueurs d'espoir qui pourraient enfin débloquer cette montagne d'argent qui dort. D'ailleurs, cet optimisme, on le retrouve au plus haut niveau, par exemple à la Banque Centrale Européenne. Le grand pari, c'est que la confiance va finir par revenir, et qu'à ce moment-là, les dépenses des ménages vont reprendre leur rôle de moteur principal de la croissance. Et pour aider à relancer la machine, il y a deux gros leviers qui pourraient entrer en jeu. D'un côté, on a les fonds du plan de relance européen qui arrivent, surtout en Italie et en Espagne, et de l'autre, on attend un plan de relance budgétaire de l'Allemagne qui s'annonce d'une ampleur jamais vue.
Tout l'espoir, en fait, repose sur l'Allemagne. C'est la fameuse locomotive économique du continent. Et l'idée, c'est que si cette locomotive se remet en marche et se remet à consommer, elle pourrait tirer tous les autres wagons, toute la zone euro derrière elle. Mais pour avoir le tableau complet, il faut faire un pas en arrière, prendre un peu de hauteur. Parce que cette habitude d'épargner, ce n'est pas juste une réaction à la crise du moment. Non, ça révèle quelque chose de bien plus profond sur l'identité économique de l'Europe, surtout quand on la met en face de celle des États-Unis. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'Europe, une sorte de grande fourmi qui épargne plus qu'elle n'investit et qui, du coup, finance sa propre dette toute seule. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, plutôt la cigale, qui vit à crédit et qui a besoin de l'épargne du reste du monde, y compris de l'Europe, pour faire tourner sa machine. Ce sont vraiment deux modèles, deux philosophies radicalement opposées. Et c'est là qu'on peut se poser la question, et si cette prudence, qu'on voit comme un problème, était en fait une force ? Cette analyse change complètement la perspective. En étant capable de financer sa propre dette, l'Europe est beaucoup moins fragile structurellement que les États-Unis. Ce qui ressemble à une faiblesse aujourd'hui, le manque de consommation, c'est peut-être en réalité son meilleur atout pour être stable sur le long terme. Au final, cette culture de la prudence, cette tendance à l'épargne, pourrait bien être l'un des plus grands atouts de l'Europe. C'est vrai, dans un monde de plus en plus imprévisible, cette capacité à être son propre banquier, à ne dépendre de personne, c'est une forme de souveraineté. C'est une véritable assurance vie contre les crises qui viennent de l'extérieur. Ce qui nous laisse, pour conclure, avec cette immense question. Cette nouvelle ère de prudence qu'on observe, est-ce que c'est juste une parenthèse, une réaction passagère aux crises qu'on vient de traverser ? Ou alors, est-ce qu'on assiste au début d'un changement beaucoup plus profond, à la naissance d'une nouvelle identité économique pour l'Europe ? C'est de la réponse à cette question que dépendra, en grande partie, l'avenir économique du continent.